Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurri al-mayamin ila yawmiddin. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le cours intitulé Le cervelet et on va commencer tout de suite par l'introduction. On a le cervelet est un petit cerveau de la motricité automatique. Il est plissé et corticalisé. Il a un cortex, qishra. Ce cervelet-là présente à décrire trois origines phylogénétiques, trois lobes cérébelleux, trois faces, trois couches corticales, trois paires de pédoncules cérébelleux et aussi trois fonctions. Donc, dans ce cours-là, il faut toujours mémoriser le nombre 3. Alors, le cervelet est un centre nerveux qui assure la régulation motrice. Donc, le cervelet a un rôle dans la motricité du corps. Il reçoit les informations de tous les segments du système nerveux, notamment la moelle spinale, le tronc céphalique et le cerveau. Ces informations concernent essentiellement l'équilibre, la position du corps et les muscles à utiliser pour que le mouvement soit harmonieux, précis et coordonné. Il gère ainsi l'intensité, la rapidité et la direction précise du mouvement. Afin de réaliser cette fonction, les différentes parties du cervelet se spécialisent dans les différentes parties de notre corps, en suivant une représentation topographique aboutissant à ce que l'on appelle l'homoncule du cervelet. L'homoncule du cervelet veut dire telle partie du cervelet est chargée de telle partie du corps. Généralité, donc le cervelet, il est situé dans la fosse crânienne postérieure ou la fosse cérébelleuse. On a déjà vu dans le cours du massif crânial que le massif crânial est constitué par trois étages. Donc on a un étage antérieur, moyen et postérieur, ou bien la fosse crânienne postérieure où se trouve le cervelet. Au-dessous du cerveau, il est séparé du cerveau par la tente du cervelet. Vous voyez ici la tente du cervelet, elle est en vert. En arrière, il est situé en arrière du tronc céphalique, dont il est séparé par le quatrième ventricule. Il est en connexion avec la moelle allongée, le pont et le mésencéphale. On a déjà vu que le tronc céphalique est constitué par ces trois segments. D'abord le mésencéphale en haut, puis le pont au milieu, et en bas on a la moelle allongée ou le bulbe rachidien. Le cervelet est en connexion avec le tronc céphalique constitué par ces trois segments par l'intermédiaire des pédoncules cérébelleux. Donc, on a trois pédoncules cérébelleux ou trois paires de pédoncules cérébelleux. On a ici le cervelet. Ici, on a le quatrième ventricule. Et là, on a le tronc encéphalique. Et ici, on a le cerveau. Le cervelet est séparé du cerveau par la tente du cervelet. Il est situé en arrière du tronc encéphalique et en arrière du quatrième ventricule qui est une cavité. Le cervelet est relié au tronc encéphalique par l'intermédiaire des pédoncules cérébelleux, dont on a trois paires de pédoncules cérébelleux. On a des pédoncules cérébelleux supérieurs
pédoncule cérébelleux moyen et les pédoncules cérébelleux inférieurs, pardon. Alors, on continue. Le cervelet assure trois fonctions: l'équilibre, la régulation du tonus musculaire et la coordination des mouvements. Dans cette photo-là, on peut voir très bien le massif crânial qui contient le cerveau, le cervelet, le tronc encéphalique et les trois étages du massif crânial. Donc on a A, la fosse crânienne antérieure, elle est colorée en bleu. B, la fosse crânienne moyenne en jaune. Et en arrière, on a la fosse crânienne postérieure colorée en gris. Le cervelet est situé dans la fosse crânienne postérieure ou la fosse cérébelleuse. Dans cette coupe frontale du crâne, on peut voir la loge cérébrale postérieure. Dans cette loge cérébrale postérieure, on peut voir le cerveau avec le fond du cerveau, la dure mère qui est une méninge qui entoure le contenu cérébral. On a les sinus veineux, et on a le cervelet avec ses deux hémisphères cérébelleux, avec le fond du cervelet et la tente du cervelet. La tente du cervelet est une méninge aussi qui sépare le cervelet du cerveau. On a ici une vue latérale gauche. On a ici le cervelet, le cerveau et le tronc encéphalique. Et là, on a une coupe sagittale du tronc encéphalique. On peut voir le cervelet situé en arrière du quatrième ventricule, le tronc encéphalique présentant le mésencéphale, le pont et la moelle allongée en bas. Et en arrière en haut, on a les colliculus supérieurs et inférieurs, ou les tubercules quadrijumeaux supérieurs et inférieurs. Et dans cette troisième photo, vue latérale gauche du tronc cérébral, on peut voir on peut voir la liaison entre le cervelet et le tronc encéphalique par les pédoncules cérébelleux, les pédoncules cérébelleux supérieurs, pédoncules cérébelleux moyens et les pédoncules cérébelleux inférieurs. Et ces pédoncules sont la voie de passage des fibres afférentes et efférentes. Et on a la description du cervelet. Donc, le cervelet présente à décrire trois faces. Une face supérieure, une face inférieure et une face antérieure. La face supérieure répond à l'encéphale, dont elle est séparée par la tente du cervelet comme on l'a déjà vu. La face inférieure présente dans sa partie médiane une dépression profonde, séparant les hémisphères, dans laquelle s'encastre le tronc encéphalique. Cette dépression profonde qui sépare les deux hémisphères est appelée la vallécule du cervelet. Ces parties latérales et postérieures, veut dire de la vallécule, répondent à l'os occipital. La face antérieure est appliquée contre le tronc encéphalique, comme on a déjà vu, et est centrée par le quatrième ventricule. De ces parties latérales partent les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs. Sous le quatrième ventricule se trouve le nodulus qui se prolonge latéralement par les flocculus. Voici une schématisation du cervelet. On a ici la face antérieure du cervelet. Il présente à décrire trois faces comme on a déjà vu, donc cette face est la face antérieure. Les deux hémisphères sont séparés par la vallécule, une dépression profonde qui sépare les deux hémisphères. Allez, c'est cette dépression-là. Ici
se trouve le quatrième ventricule qui sépare la face antérieure du tronc encéphalique et au-dessus du quatrième ventricule se trouve le nodulus qui est un lobe du cervelet. Ce lobe-là se prolonge latéralement par les flocculus. Donc on a ici les flocculus et là le nodulus, ici le quatrième ventricule et ici on a la vallécule qui sépare les deux hémisphères. La disposition schématique du cervelet. Donc on a ici le cervelet, la face supérieure, la face inférieure, la limite entre les deux faces supérieure et inférieure et la fissure horizontale superficielle. Et là, on a le quatrième ventricule qui sépare le cervelet du tronc encéphalique. Le quatrième ventricule présente à décrire dans ses parois supérieures et inférieures la membrane de Vieussens et la membrane de Tarin. Alors, on a ici dans cette illustration le tronc encéphalique, le cervelet et les nerfs crâniens. Donc, on vous voit ici dans cette photo, le cervelet présente une fissure horizontale qui sépare les deux faces supérieures et inférieures et une face antérieure en rapport avec le tronc encéphalique. Et là, on a le flocculus qui est le prolongement du nodulus situé au-dessous du quatrième ventricule. Le tronc encéphalique est cervelé. Donc on a ici une coupe sagittale. Dans cette coupe sagittale, on peut voir le tronc encéphalique. On a le mésencéphale avec les colliculus, le pont et la moelle allongée ou le bulbe brachydien. Et là, on a le quatrième ventricule. Et ici, on a le cervelet. Le cervelet présente à décrire des lobes. Et chaque lobe présente des lobules, séparés par des sillons moins profonds. Donc, dans le cervelet, on trouve des lobulations et des plissements. Les lobes du cervelet. Dans le cervelet, on peut voir deux fissures. On a une fissure primaire et une fissure postérolatérale. Et ces deux fissures séparent le cervelet en trois lobes. Le lobe antérieur coloré en jaune, le lobe postérieur coloré en rose et le lobe floculonodulaire coloré en violet. Il est dénommé floculonodulaire car au niveau duquel on trouve le nodulus qui se prolonge par les flocculus. Donc on a le lobe floculonodulaire. La fissure horizontale sépare les faces supérieures et inférieures du cervelet. Donc on a ici le cervelet. On a la fissure primaire et la fissure postérolatérale. On a le lobe antérieur, la fissure primaire, le lobe
postérieur, la fissure postérolatérale et le lobe nodulo-flocculaire. Le cervelet. Division anatomique. Le cervelet est formé d'une masse fissurée. Une masse qui présente une fissure centrale. Le corps du cervelet est formé par une partie médiane étroite, le vermis. Le vermis est la partie étroite médiane du cervelet. Et deux parties latérales volumineuses qui sont les hémisphères cérébelleux. L'ensemble forme trois lobes. Comme on a déjà vu, on a le lobe antérieur, le lobe postérieur et flocculo-nodulaire. La fissure primaire sépare les lobes antérieurs et postérieurs, la fissure postérolatérale sépare les lobes postérieurs et flocculo-nodulaire, et la fissure horizontale marque la limite entre la face supérieure et la face inférieure. Et chaque lobe cérébelleux divisé en lobules par des sillons moins profonds. Dans cette photo, vous voyez ici le vermis, les deux hémisphères latéraux. On a le lobe antérieur en avant, séparé par la fissure primaire du lobe postérieur, qui est séparé du lobe flocculo-nodulaire par la fissure postérolatérale. Et là, on a la zone hémisphérique intermédiaire. La zone hémisphérique intermédiaire est appelée aussi la zone paravermienne. Donc, on a ici le cervelet. La partie médiane étroite du cervelet est appelée le vermis. On a ici le vermis. Latéralement, on a deux masses latérales volumineuses qui sont les hémisphères cérébelleux. Colorés en vert, les hémisphères cérébelleux. Et ici, on a la zone hémisphérique paravermienne. Donc, on a ici la zone paravermienne. La fissure primaire sépare le cervelet en lobe antérieur et en lobe postérieur. Donc, on a ici le lobe antérieur. Et là, on a le lobe postérieur. On a ici le lobe flocculo-nodulaire. Séparé du lobe postérieur par la fissure postérolatérale. La fissure postérolatérale sépare le lobe flocculo-nodulaire du lobe postérieur. Donc, on a le vermis et la partie étroite médiane du cervelet. Les hémisphères latéraux sont les parties volumineuses latérales et on a la zone paravermienne en orange. La fissure primaire sépare le lobe antérieur du cervelet du lobe postérieur et la fissure postérolatérale sépare le lobe postérieur du cervelet du lobe flocculo-nodulaire.
Dans cette photo, on voit une coupe sagittale du cervelet qui montre les lobes du vermis. Cette coupe sagittale passe par la partie médiane étroite du cervelet, donc on voit ici les lobes du vermis. On a d'abord la lingula. D'avant en arrière, on commence par la lingula, le lobe central en jaune, le lobe culmin, le lobe déclive, on a ici la fissure primaire, puis on a le lobe déclive, le lobe folium et puis la fissure horizontale, le lobe tubaire, pyramide, uvula et la fissure postériolatérale, et finalement on a le lobe nodulus qui se prolonge latéralement par les flocculus comme on a déjà vu. Donc, voyez ici une schématisation des lobes du cervelet au niveau du vermis et au niveau des hémisphères cérébelleux d'une vue supérieure et d'une vue inférieure. D'abord, on commence par le vermis d'une vue supérieure. On a la lingula, le lobe central, le culmin, le déclive, le folium et le tubaire. Et d'une vue inférieure, on commence ici par le tubaire, puis le pyramide, l'uvula et le nodulus. Donc on marche comme ça, puis on continue par là et on termine par le nodulus. Pour les hémisphères cérébelleux, on commence d'une vue supérieure par le frein de la lingula, l'aile du lobule central, quadrangulaire antérieur, quadrangulaire postérieur, pardon, le semi-lunaire supérieur, le semi-lunaire inférieur, et on continue par le semi-lunaire inférieur ici d'une vue inférieure, là, le lobe gracile, le lobe digastrique latéral, le lobe digastrique médial, le lobe tensile ou le lobe de l'amygdale, et finalement les flocculus qui sont des prolongements du nodulus. Cette photo montre aussi les lobes du cervelet d'une vue antérieure. Donc, on commence ici par le vermis. Donc, on a là le lobe central, la lingula. Donc, on commence par la lingula, puis le lobe central, et puis on continue en arrière jusqu'à la face inférieure et on retourne vers l'avant pour terminer par l'uvula et le nodulus situé au-dessous du quatrième ventricule. Le nodulus se prolonge latéralement par les flocculus. Pour les hémisphères latéraux, on commence par l'aile du lobe central, quadrangulaire antérieur, quadrangulaire postérieur, le semi-lunaire supérieur, le semi-lunaire inférieur, le lobe gracile, le lobe digastrique latéral et médial, et finalement la tonsile ou le lobe de l'amygdale et les flocculus. Dans cette photo, vous voyez aussi les pédoncules cérébelleux qui sont le moyen de connexion entre le cervelet et le tronc encéphalique. Le pédoncule cérébelleux ici est subdivisé en trois parties. Donc on a le pédoncule cérébelleux supérieur, le pédoncule cérébelleux moyen et le pédoncule cérébelleux inférieur, la même chose de l'autre côté. Dans cette coupe horizontale du cervelet, on peut voir la constitution du cervelet. Il est entouré par la substance grise périphérique ou le cortex et la substance blanche en dedans. Et on trouve aussi les noyaux de substance grise. Ils sont situés dans la substance blanche, mais ils sont entourés par la substance grise car ils contiennent les corps cellulaires des neurones, alors que la substance blanche est fibreuse, contient les axones. Les noyaux, on a trois paires de noyaux. D'abord, on a les noyaux fastigiales situés dans le vermis,
les noyaux interposés situés dans la zone paravermienne et les noyaux dentelés ou les olives cérébelleuses sont situés dans les hémisphères cérébelleux. Les noyaux dentelés sont appelés aussi les olives cérébelleuses. Le noyau fastigial est appelé aussi le toit ou le faîte. Les noyaux interposés sont appelés aussi les noyaux intercalés ou les noyaux ombiliformes ou les noyaux globuleux. Les noyaux interposés sont constitués par le noyau emboliforme et le noyau globuleux. On a ici le cervelet, le vermis, la zone paravermienne et les hémisphères. Dans le vermis se trouvent les noyaux fastigiaux. Dans la zone paravermienne se trouvent les noyaux interposés, le noyau ombiliforme et le noyau globuleux. Et dans la zone où les hémisphères cérébelleux se trouvent les noyaux dentelés ou les olives cérébelleux. Dans cette photo, vous voyez d'une vue antérieure le cervelet constitué par trois lobes antérieur, postérieur, inférieur. Le lobe antérieur est constitué par les lobes l'ingula, le lobe central et culmin du vermis, et par les lobes ailes du lobe central et quadrangulaire antérieur et des hémisphères latéraux. Pour le lobe postérieur, il est constitué par le lobe déclive, folium, tuber, pyramidal, uvula du vermis, et par les lobes quadrangulaires postérieurs, le semi-lunaire supérieur inférieur, le lobe gracile et le lobe digastrique médial et latéral et le lobe tonsile ou le lobe de l'amygdale. Pour le lobe floculonodulaire, il est constitué par le nodulus au niveau du vermis et par les flocculus au niveau des hémisphères cérébelleux. La division phylogénétique du cervelet. Phylogénétique veut dire par rapport à la vie embryonnaire, quels sont les lobes qui apparaissent en premier et quels sont les lobes qui apparaissent plus tard. On a le premier lobe à apparaître et le lobe archéocérébellum ou bien l'archicervelé. L'archicervelé, il est propre aux vertébrés inférieurs, peu importe, et correspond au lobe floculonodulaire. Donc, lorsqu'on dit archi ou archéocervelé, c'est la même chose que le lobe floculonodulaire. C'est le premier lobe à apparaître pendant la vie embryonnaire. Le paléocervelé. Le paléocervelé, il est présent chez les reptiles et les oiseaux. Il est constitué de la lingula, du lobe central et de son aile, du culmin, du lobe quadrangulaire antérieur, de l'uvula, de la pyramide et de la tonsile. Ce n'est pas la même division qu'on a déjà vue pour le cervelet, le lobe antérieur et le lobe postérieur et le lobe floculonodulaire qui sont séparés par les fissures primaires et postériolatérales. Mais ici, la division phylogénétique montre que le lobe antérieur est constitué de cette partie-là du cervelet qui présente le lobe l'ingula, le lobe central et le culmin, le lobe quadrilateur antérieur, le lobe L du lobe central et le lobe tonsile, uvula, pyramide et digastrique. Donc, le lobe antérieur, dans cette division phylogénétique, n'est pas le même lobe antérieur dans la division précédente morphologique du cervelet. Cette division diffère de la division précédente au niveau du lobe antérieur et postérieur.
Vous voyez que dans cette division, le lobe postérieur est constitué seulement par le lobe déclive, folium et tubaire au niveau du vermis, c'est par les lobes quadrangulaires postérieurs, semi-lunaire supérieur, semi-lunaire inférieur et gracile. C'est gracile. C'est ça normalement. Oui, le lobe gracile. Pour le néocervelé, il est propre aux mammifères et constitue la majeure partie du lobe postérieur. Donc, le lobe antérieur dans cette division est appelé le lobe paléocervelé. Le lobe flocculonodulaire est le même que la division précédente et il est appelé l'archéocervelé et il est le premier à apparaître pendant la vie embryonnaire. Le lobe néocervelé est le lobe postérieur selon cette division et il est le dernier à apparaître pendant la vie embryonnaire. Donc, l'ordre d'apparition de ces lobes pendant la vie embryonnaire, on a en première place l'archy ou l'archéocervelé, puis le paléocervelé et dernièrement le néocervelé. Le cervelé, donc on a ici la division fonctionnelle longitudinale. On a vu la division transversale qui correspond à la division phylogénétique. Et on a ici la division, une autre division selon la fonction du cervelet. Elle est appelée la division longitudinale. Elle correspond à la distribution fonctionnelle et impact neuronal sur les noyaux. Donc, les connexions neuronales. Dans cette photo, le paléocervelé dans sa division fonctionnelle correspond à la région vermienne et paravermienne et il est en contact avec le noyau ou les noyaux interposés, emboliformes et globuleux. Le néocervelé coloré en rose correspond à la région hémisphérique latérale au cortex cérébelleux et il est en contact avec le noyau dentelé. Et finalement, l'archéocervelé coloré en bleu correspond au lobe flocculonodulaire, il est en contact avec les noyaux fastigiaux. Les interconnexions du cerveau. On a la zone vermienne. D'abord, on a la zone vermienne. Elle correspond au noyau fastigial. La zone paravermienne correspond au noyau interposé. Ils sont situés dans la zone paravermienne. Et la zone latérale hémisphérique correspond au noyau dentelé. Les noyaux dentelés se trouvent dans cette zone latérale. Le lobe flocculonodulaire, il est en connexion avec les noyaux vestibulaires du tronc céphalique et avec le noyau fastigial qui se trouve dans la zone vermienne aussi. Donc, vous voyez ici le cervelet, la zone vermienne, la zone paravermienne et la zone latérale. On a ici les noyaux fastigiaux, les noyaux interposés et les noyaux dentelés. Dans la zone vermienne se trouvent les noyaux fastigiaux, donc la zone paravermienne est en contact avec les noyaux fastigiaux. Dans la zone paravermienne se trouvent les noyaux interposés et dans la zone latérale hémisphérique se trouvent les noyaux dentelés selon la division fonctionnelle. Cette zone vermienne communique seulement avec le noyau fastigial. Cette zone paravermienne communique seulement avec les noyaux interposés. Et les zones latérales communiquent seulement avec le noyau dentelé. Pour le lobe flocculonodulaire, il communique avec les noyaux vestibulaires du tronc encéphalique et avec les noyaux fastigiales
de la zone vermienne aussi. Vous voyez ici la division fonctionnelle du cervelet. Donc on a le lobe antérieur dans cette division est appelé le paléocérébellum. Le lobe postérieur, le néocérébellum. Et le lobe flocculonodulaire et l'archéocérébellum. Cette division diffère de la division morphologique qu'on a déjà vue au début du cours. Le lobe paléocérébellum est constitué par la lingula, le lobe central, culma et pyramide uvula. Le lobe néocérébellum est constitué par le déclive, folium et tuber, alors que le lobe archéocérébellum est constitué seulement par le lobe nodulus. Voici ce tableau-là qui montre la systématisation du cervelet. On a ici le territoire fonctionnel. Le territoire fonctionnel, on a 3 territoires fonctionnels car on a déjà vu que la division fonctionnelle du cervelet montre 3 lobes fonctionnels. Chaque lobe, archéocérébellum, paléocérébellum et néocérébellum, est en relation avec des noyaux de base du cervelet, avec des lobes au niveau du vermis et au niveau du cortex des hémisphères. L'archéocérébellum, on a déjà vu que le lobe flocculonodulaire est appelé l'archéocérébellum et que l'archéocérébellum communique avec les noyaux vestibulaires du tronc céphalique et avec les noyaux du toit ou les noyaux fastigiales du vermis. L'archéocérébellum est en relation avec les flocculus du cortex des hémisphères et avec le nodulus au niveau du vermis. Le paléocérébellum est en relation avec les noyaux interposés, le noyau globuleux et le noyau ampiliforme, correspond au niveau du cortex des hémisphères au frein lingula, lobule central, quadrilatère antérieur, gracile digastrique et tonsile. Et au niveau du vermis, il correspond à la lingula, le lobe central, le culmin, le pyramide et l'uvula. Pour le néocérébellum, il est en contact avec le noyau dentelé, il correspond au lobe postérieur. Au niveau des hémisphères, il correspond au lobe quadrilatère postérieur, semi-lunaire supérieur et inférieur. Et au niveau du vermis, il correspond au déclive, folium et tuber. Les noyaux du cervelet. Les noyaux du cervelet sont le point de départ des voies efférentes. Les voies efférentes sont les voies qui transmettent la réponse du cervelet vers la périphérie. Il exerce de façon tonique une action facilitatrice sur les dispositifs qui contrôlent la mobilité extra-pyramidale. Les noyaux vestibulaires, le noyau rouge et la réticulée du tronc cérébral. Donc, les noyaux du cervelet exercent une action facilitatrice. Le cortex cérébelleux exerce une action inhibitrice sur les noyaux du cervelet. De cette façon, il assure une modulation de l'action excitatrice permanente exercée par ces noyaux. Le cortex cérébelleux exerce une action inhibitrice. Les noyaux exercent une action facilitatrice. Dans cette photo, vous voyez les différentes cellules qui se trouvent dans les différentes couches du cortex et au niveau de la substance blanche. Le cortex présente 3 couches. La couche moléculaire, la couche des cellules périformes et la couche granuliforme. La couche moléculaire présente les cellules stellaires ou les neurones stellaires en forme d'étoile et les cellules ou les neurones à Courbet.
Au niveau de la couche des cellules périformes se trouvent les cellules de Purkinje et au niveau de la couche granuliforme se trouvent les neurones granuliformes. Les fibres afférentes, on a deux types de fibres afférentes, les fibres moussues et les fibres grimpantes. Les fibres grimpantes ont une seule origine, qui est l'olive bulbaire contralatérale qui se trouve dans le tronc encéphalique. Et l'origine des fibres moussues est le tractus pontocérébelleux, le tractus spinocérébelleux, donc pontocérébelleux entre le pont du tronc encéphalique et le cervelet, spinocérébelleux entre la moelle spinale et le cervelet, et le tractus vestibulocérébelleux entre les noyaux vestibulaires du tronc encéphalique et le cervelet. De ces trois tractus partent les fibres moussues vers le cervelet. Dans cette photo, vous voyez les trois couches du cortex et la substance blanche. La couche moléculaire colorée en jaune, où se trouvent les neurones stellaires en vert et les neurones à corbeille. Dans la couche colorée en rose, la couche à cellules périformes, se trouvent les cellules de Purkinje. Et la couche colorée en bleu est la couche granuliforme, où se trouvent les neurones granuliformes. La seule efférence du cervelet ou du cortex, ou bien du cervelet en entier, est les neurones qui partent des cellules de Purkinje. Pour les afférences, on a les fibres grimpantes et les fibres moussues. Pour les efférences, seulement on a les efférences des cellules de Purkinje qui partent vers les noyaux gris centraux du cervelet et les cellules de Purkinje exercent sur les noyaux gris centraux du cervelet une action inhibitrice. La projection des fibres. On a des fibres moussues et des fibres grimpantes. Les fibres moussues ont une projection transversale, comme vous voyez ici, en rouge, en vert et en bleu. Et pour les fibres grimpantes, une projection parasagittale parallèle au plan sagittal. Pour les fibres moussues, on a les fibres de la moelle, du tractus spinocérébelleux, les fibres du pont pour le tractus pontocérébelleux et les fibres vestibulaires pour le tractus vestibulocérébelleux. Alors que pour les fibres grimpantes qui ont projection parasagittale, qui provient de l'olive bulbaire contralatérale, on a ici les fibres qui passent par la zone vermienne, les fibres qui passent par la zone paravermienne et les fibres qui passent par la zone latérale. Schématisation des trois cervelets. On commence par l'archéocervelet. L'archéocervelet, l'action principale de l'archéocervelet est l'équilibre, le maintien de l'équilibre. L'archéocervelet possède des voies afférentes et des voies efférentes. Les voies afférentes du cervelet, le départ sensoriel. On a les cellules épithéliales ciliées du labyrinthe membraneux du vestibule. Par deux systèmes. Le vestibule est constitué par le sacule et l'utricule au niveau de l'oreille interne. Au niveau du vestibule se trouvent des cellules sensorielles, cellules épithéliales ciliées du labyrinthe membraneux ou le vestibule, et ces cellules sensorielles agissent par deux systèmes. On a les cellules des canaux semi-circulaires pour la détection des mouvements de rotation de la tête selon les trois plans de l'espace. Donc, les cellules des canaux semi-circulaires, détection des mouvements de rotation de la tête, alors que les cellules des otolithes de l'utricule et du sacule, au niveau de l'oreille interne, accélération linéaire et sensation de la gravité.
c'est ça le départ sensoriel, comment on détecte les mouvements de la tête et la sensation de la gravité. Puis on a pour transmettre ces messages sensoriels des cellules épithéliales ciliées du labyrinthe membraneux au niveau du vestibule. On a ici, comme vous voyez dans cette photo, le sacule, le tricule qui forment le vestibule et les canaux semi-circulaires. Au niveau de cette région se trouvent ces cellules épithéliales ciliées, sensorielles. Ces cellules épithéliales transmettre les informations sensorielles par l'intermédiaire d'abord du nerf vestibulaire. Donc, la première référence, c'est le nerf vestibulaire, puis les noyaux vestibulaires au niveau du tronc encéphalique. On a les noyaux vestibulaires et puis après les noyaux vestibulaires, le message sensoriel est transmis par les faisceaux vestibulo-cérébelleux entre le vestibule ou les noyaux vestibulaires, entre les noyaux vestibulaires et le cervelet. Les faisceaux vestibulo-cérébelleux et finalement par les voies optiques réflexes. On a ici l'œil par le nerf optique ou bien les voies optiques réflexes qui part de l'œil vers les colliculus supérieurs. On a une transmission du message visuel pour détecter les mouvements de rotation de la tête par rapport aux trois plans de l'espace. Et puis, à partir des colliculus supérieurs, le message est transmis vers le lobe flocculo-nodulaire. Comme vous voyez ici, cette ligne en rouge, c'est la transmission du message sensoriel à partir des colliculus supérieurs qui correspond à la vision vers le lobe flocculo-nodulaire. Et puis on a les voies efférentes. Le point de départ des voies efférentes est le lobe flocculo-nodulaire, mais plus précisément les noyaux fastigiaux. Les noyaux fastigiaux, ou à partir des noyaux fastigiaux, on a le départ des faisceaux cérébelleux vestibulaires, directs et croisés. Ces faisceaux sont situés entre les noyaux vestibulaires du tronc encéphalique et le cervelet. On a des faisceaux directs et des faisceaux croisés. Le rôle de ces faisceaux est la compensation posturale de la tête. Donc, à partir de ces faisceaux, on peut détecter les mouvements de la tête et sa position par rapport aux trois plans de l'espace. Et puis on a la réticulée du tronc cérébral, colorée en violet ici, qui contient des corps cellulaires des neurones, et les faisceaux réticulo-spinaux, médial et latéral, qui sont situés entre la réticulée du tronc cérébral et la moelle spinale. On a deux types de faisceaux, médial et latéral. Le rôle de ces deux efférences est le contrôle du tonus et la posture antigravitaire. Et finalement, on a les faisceaux vestibulo-mésencéphaliques. Ces faisceaux commencent au niveau des noyaux vestibulaires et se terminent au niveau des colliculus supérieurs, au niveau du thalamus et au niveau des noyaux, et au niveau des nerfs oculomoteurs 4, 6 et 3.
Et ici, vous pouvez voir la bandelette longitudinale postérieure où passe ce faisceau vestibulo-mésencéphalique qui se termine au niveau du mésencéphale, au niveau du thalamus et les colliculus supérieurs. Pour le paléocervelet qui a pour rôle la régulation du tonus musculaire, on a les centres de ce cervelet sont le lobe antérieur et les noyaux interposés en boliforme et globuleux. Les voies afférentes, sensibilité profonde inconsciente et sensibilité profonde consciente. Pour la sensibilité profonde inconsciente, on a les faisceaux spino-cérébelleux-dorsal et les faisceaux spino-cérébelleux-ventral qui correspondent à la régulation du tonus des membres inférieurs. Et pour la sensibilité profonde consciente, on a les faisceaux ou le faisceau sensitivo-cérébelleux de von Monachov, le faisceau de la sensibilité profonde venant des noyaux sensitifs du tronc céphalique et en particulier du noyau du trijumeau, et le faisceau olivo-cérébelleux qui commence au niveau de l'olive bulbaire et se termine au niveau du lobe antérieur. Tous ces afférences se terminent au niveau du lobe antérieur du cervelet. Pour les efférences, on a le faisceau cérébello-rubrique. Le faisceau cérébello-rubrique se termine au niveau du noyau rouge au paléorubrum du mésencéphale et le faisceau rubrospinal qui commence au niveau du noyau rouge du mésencéphale et se termine au niveau de la moelle spinale. Ces deux faisceaux ont pour rôle la régulation du tonus des fléchisseurs des membres. Pour le faisceau cérébelleux-olivaire, il commence au niveau du noyau interposé et se termine au niveau de l'olive bulbaire du tronc encéphalique. Et pour le faisceau central de la calotte, il commence au niveau du noyau rouge du mésencéphale et se termine au niveau de l'olive bulbaire. Et finalement, on a le faisceau olivo-spinal qui commence au niveau de l'olive bulbaire et se termine au niveau de la moelle spinale. Ces trois faisceaux ont pour rôle la régulation de l'activité synergique des muscles du membre supérieur. Pour les néocervelés, il a pour rôle la coordination motrice. Pour les voies afférentes, on a la voie cortico-ponto-cérébelleuse. Cortico veut dire du cortex du cerveau. Ponto au niveau du pont du mésencéphale. Au niveau du pont du tronc céphalique. Cérébelleuse se termine au niveau du lobe postérieur du cervelet. Le cortex associatif à ces afférences sont le cortex frontal, pariétal, temporal et occipital du cerveau. Tous ces cortex contribuent à cette afférence. Pour les voies efférentes, on a le faisceau dentato-rubro-thalamique, Le faisceau dentato-rubro-thalamique, il commence au niveau du noyau dentelé, puis vers le noyau rouge du mésencéphale et finalement se termine au niveau du thalamus. Le faisceau rubrospinal ou le néorubrum, il commence au niveau du noyau rouge et se termine au niveau de la moelle spinale. Ces deux faisceaux ont pour rôle le contrôle des mouvements automatiques. Pour le faisceau thalamo-cortical, numéroté par 4, ce faisceau a pour rôle le contrôle de la mobilité volontaire. Il est coloré ici en bleu.
il commence au niveau du thalamus et se termine au niveau du cortex du cerveau. Et on a deux faisceaux numérotés et on a ici deux faisceaux, le faisceau pallidal de la pointe et le faisceau central de la calotte. Le faisceau pallidal de la pointe B commence au niveau du noyau lenticulaire et se termine au niveau du noyau rouge. Le faisceau central de la calotte commence au niveau du noyau lenticulaire aussi et se termine au niveau de l'olive bulbaire. Donc, le noyau cervelé a pour rôle la coordination motrice des extrémités et le contrôle de la mobilité volontaire. Les fonctions des trois cervelés. L'archéocervelé maintient le tonus pour assurer l'équilibre du tronc, contrôle la position de la tête par rapport aux yeux et au tronc. Le paléocervelé ajuste le tonus des muscles proximo-axiaux et contrôle le tonus de la musculature des extrémités. Pour le néocervelé, il collabore avec le cortex cérébral, coordonne et contrôle les mouvements volontaires et semi-volontaires des extrémités et intervient dans la programmation et l'initiation du mouvement. Pour les syndromes cérébelleux, on a ici 4 syndromes. Les syndromes cérébelleux sont les atteintes du cervelet, situées en dérivation sur les voies de la motricité statique et dynamique, se traduisent par le syndrome cérébelleux. Donc, on a d'abord la dysmétrie. La dysmétrie, c'est un trouble de l'exécution du mouvement. Elle est due à une incoordination des muscles axiaux et appendiculaires entraînant une hypermétrie. Au cours d'un mouvement volontaire, la correction des déplacements est généralement excessive. Le mouvement se fait avec trop de rapidité et exagération de l'amplitude ou d'amplitude. Donc, lors de la dysmétrie, il y a un trouble de l'exécution du mouvement caractérisé par une rapidité et exagération d'amplitude. Pour l'hypotonie, élément essentiel du syndrome augmentation du ballon lors des mouvements passifs, la diminution du tonus musculaire donne un aspect de sujet désarticulé, comme un état d'ébriété. Elle entraîne une déviation de la marche, une tendance à la chute du côté de la lésion, élargissement du polygone de sustensation. Lors d'hypotonie, le sujet est désarticulé. Il y aura une déviation de la marche, une tendance à la chute du côté de la lésion. Donc, il y aura un élargissement du polygone de sustensation. C'est ça le polygone du sustensation. Ici, on a un sujet normal. Le polygone n'est pas élargi. Mais là, on a le polygone de sustensation est élargi pour un sujet qui a une hypotonie. Pour le nystagmus, il correspond à une incoordination des muscles de l'œil. Il correspond à une pathologie de l'œil entraînant des mouvements saccadés de celui-ci. Pour la dysarthrie, c'est un trouble d'expression de la parole et de l'élocution par trouble de la coordination des muscles de la phonation. Tonalité augmentée ou diminuée, paroles sondées, aboyantes. Donc, cette pathologie correspond à un trouble qui touche les muscles de la phonation comme les muscles de la langue, dont la tonalité augmente ou diminue. The cerebellum is a central nervous system organ located directly behind the brainstem. It occupies therewith the posterior cranial fossa below the cerebellar tentorium. The cerebellum is attached to the brainstem by 3 pairs of cerebellar peduncles: the superior, the middle, and the inferior cerebellar peduncle. The cerebellum contributes primarily to balance and motor coordination.
The concentric grooves that marks the surface of the cerebellum give it a multifoliated appearance. The cerebellum is divided into three main lobes: anterior, posterior, and a floccular-nodular lobe. These lobes are subdivided into 10 lobules by secondary grooves. The cerebellum contains a central region, called the cerebellar vermis, and 3 deep cerebellar nuclei, dentate, interposed, and fastigi. The cerebellum shares many similarities with the brain. It has a peripheral cortex and deep nuclei that contain the cell bodies of neurons. It has 2 hemispheres, right and left, and several grooves delimiting lobes. The fissures of the cerebellum are deeper than those of the brain. This expands the surface of the cerebral cortex to almost 75% of the cerebral cortex. Comme ça, on a terminé notre cours d'aujourd'hui. On passe tout de suite vers les QCM pour fixer les informations obtenues aujourd'hui. D'abord, on commence par le premier QCM, donc ces propositions concernent le cervelet. Il reçoit les informations de tous les segments du système nerveux, la moelle spinale, le tronc céphalique et le cerveau. Cette proposition est juste. On a déjà vu que les fibres afférentes et efférentes passent par les pédoncules cérébelleux supérieurement et inférieurs vers les différents segments du système nerveux. La fibre moussue, la fibre grimpante et la cellule de Purkinje représentent les efférences du néocérébellum. Cette proposition est fausse car on a déjà vu que les efférences du néocérébellum sont le faisceau dentato-ribothalamique, le faisceau ribrospinal, le thalamo-cortical, le faisceau pallida de la pointe et le faisceau central de la calotte. Pour la cellule de Purkinje a une action facilitatrice. Cette proposition est fausse car la cellule de Purkinje a une action inhibitrice sur les noyaux gris du cervelet. Les noyaux du cervelet, c'est les noyaux du cervelet qui ont une action facilitatrice. L'archéocérébellum contrôle l'activité du tonus musculaire. C'est faux. L'archéocérébellum contrôle l'équilibre. Le néocérébellum est formé par le culmon, le déclive et le folium. Cette proposition est fausse car le néocérébellum est formé par le tubaire, le déclive et le folium. Pour le deuxième QCM, ces propositions concernent toujours le cervelet, formé par le vermis et les hémisphères, juste, relié au tronc cérébral par 4 paires de pédoncules. Cette proposition est fausse car le cerveau est relié au tronc cérébral par 3 paires de pédoncules, une paire supérieure, une paire moyenne et une paire inférieure. Il est situé dans la fosse cérébrale postérieure, c'est juste. L'archéocervelet participe au contrôle d'équilibration, c'est juste. Le néocervelet participe au contrôle du tonus musculaire. Cette proposition est fausse car le néocervelet participe à la coordination de la motricité. C'est le paléocervelet qui correspond à la régulation du tonus musculaire. Pour le dernier QCM, les 2 hémisphères sont séparés par la fissure longitudinale, c'est faux. Les 2 hémisphères sont séparés par la vallécule qui est une dépression profonde au niveau de la partie médiane sagittale du cervelet. Il est relié au tronc par 6 pédoncules cérébelleux, c'est juste. Soit on dit par 6 pédoncules cérébelleux, soit par 3 paires de pédoncules cérébelleux. C'est la même chose. Le noyau dentelé contrôle la coordination des mouvements. C'est juste, car le noyau dentelé correspond au néocervelet. Donc il est en communication avec le néocervelet qui est chargé de la coordination des mouvements. Le noyau cérébelleux lie à l'archéocérébellum
Pardon, le noyau cérébelleux. Le noyau cérébelleux lié à l'archéocérébellum et le noyau fastigial, c'est juste. On a déjà vu que l'archéocérébellum est en contact ou en communication avec les noyaux fastigiaux de la zone vernienne et avec les noyaux vestibulaires du tronc céphalique. Le paléocérébellum intervient dans le contrôle du tonus musculaire, c'est juste. Sur ce, je vous remercie, je vous dis à bientôt. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته